Si j'avais attendu pour être créatif, de savoir qui je suis ou ce qui me motive, eh bien je serais encore là à me décortiquer, au lieu de mettre des choses au monde. Selon mon expérience, c'est dans la création et le travail que l'on découvre qui l'on est. Vous êtes prêts. Commencez à faire les trucs. Vous avez sans doute peur de vous lancer. C'est normal. Les personnes instruites souffrent d'un mal très réel et très répandu, le syndrome de l'imposteur. D'un point de vue clinique, ce syndrome est un phénomène psychologique qui pousse certaines personnes à nier la propriété de leur accomplissement personnel. Autrement dit, vous avez l'impression d'être un charlatan, d'improviser, de ne pas vraiment savoir ce que vous faites. Figurez-vous qu'aucun de nous sait ce qu'il fait. Posez la question à n'importe quel créateur et il vous dira l'exacte vérité. Il ignore d'où ça vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'attelle à la tâche, chaque jour. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on refait un hors-série, puisque je suis arrivé à court des interviews que j'avais enregistrées à l'automne. J'ai donc choisi de faire un résumé de livre, comme la dernière fois, donc le livre Voler comme un artiste, de la manière que j'avais résumé Show Your Work et The War of Art. Mais de toute façon, je suis en train de réfléchir à d'autres formats. Peut-être par exemple des épisodes où vous m'envoyez vos questions en amont et puis j'y réponds pendant l'épisode. Peut-être aussi un épisode sur des trucs que j'ai appris, des notions en art, pas forcément via un livre, mais où c'est moi qui développe la notion. On verra d'ici la semaine prochaine. En attendant, installe-toi confortablement. N'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Aujourd'hui, je voulais donc te parler du livre qui s'appelle Voler comme un artiste d'Austin Kleon. C'est un livre que j'aime beaucoup et que d'ailleurs j'offre très souvent aux invités du podcast Syndrome de la page noire. En gros, j'ai 3 livres que j'offre. J'ai The War of Art, j'ai Montrer votre travail, qui est d'ailleurs du même auteur, et j'ai Voler comme un artiste. C'est les 3 livres, je pense, que j'offre le plus souvent, parce qu'en fait, c'est 3 livres qui m'ont beaucoup influencé pour ce podcast, et donc ça me semblait logique de te parler de celui-ci. Donc on est sur Voler comme un artiste, et ça commence avec l'idée, en gros l'idée du livre, c'est de raconter comment on s'inspire. Tu vois, un des sujets que je développe dans le podcast, c'est l'inspiration. Et là, c'est vraiment typiquement la question de, c'est quoi l'originalité? Comment on est original? Parce que souvent, les débutants et les débutantes sont obsédés par cette question de l'originalité, alors qu'en fait, comme on va le voir, c'est pas la question. Et il y a une des premières pages, c'est Rien n'est original. Selon l'écrivain, alors là je lis les extraits du livre. Selon l'écrivain Jonathan Le Thème, 9 fois sur 10, les gens qui qualifient une chose d'original n'en connaissent ni la source, ni les références. Un bon artiste, c'est que rien ne sort de nulle part. Toute œuvre de création s'appuie sur ce qui l'a précédé, rien n'est absolument original. C'est même dit dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Cette idée qui en démoralise plus d'un me remplit d'espoir. Ainsi que l'affirme l'écrivain français André Gide, toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Quand on se libère du fardeau de l'originalité absolue, on peut cesser de créer quelque chose à partir de rien et accepter de subir des influences au lieu de s'y soustraire. Et il y a une citation juste en bas qui est qu'est-ce que l'originalité du plagiat passé inaperçu. J'aime beaucoup cette idée parce que très souvent il y a des gens qui sont tellement obsédés par ce truc de l'originalité, souvent qui débutent en art, qui même en créativité, qu'ils ou elles se mettent à réinventer la roue. J'ai eu le cas avec j'ai souvent le cas sur LinkedIn et sur ce genre de réseau où t'as des gens qui croient créer des concepts et ils ont l'impression que les autres leur volent, alors que pas du tout en fait. Alors qu'en fait le concept il est dans l'air. J'avais eu le cas, c'était sur la recherche d'emploi. Je crois que c'était sur le fait de faire de traiter la recherche d'emploi comme un jeu.
et il y avait une créatrice de contenu qui a publié ça, voilà, il faut traiter la recherche comme un jeu, et une autre qui disait oh là là, tu m'as plagié, et tous ses fans étaient venus lui tomber dessus en mode ah, mais tu l'as plagié, etc. Alors qu'en fait, cette idée, elle est dans un livre qui est devant moi, qui s'appelle De quelle couleur est votre parachute, qui date de 1970, donc qui a été écrit 50 ans avant leur dispute, et si elle l'avait lu, bah, elle aurait vu qu'en fait, elle n'a rien inventé. Donc c'est hyper important de pas tomber dans le truc qui est tu veux tellement être original que tu ne sais pas ce qui t'a précédé, tu ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Une des forces de la création, c'est justement d'être capable de voir ce qui se fait dans ton secteur, ce qui se fait qu'est-ce que fait la concurrence. Si tu sais pas ce que fait la concurrence, comment tu vas faire pour être meilleur? Je dis pas de copier, mais tu as besoin de savoir en tout cas ce qui se fait pour le dépasser. Et d'arrêter avec le mythe de l'originalité qui est un mythe, qui est un délire très divin de la création ex nihilo qui n'existe pas en fait. Les idées sont... Alors j'aime pas cette expression les idées sont dans l'air, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment des trucs dans l'air, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens sont inspirés par les mêmes choses. Et il enchaîne avec une autre page qui s'appelle La généalogie des idées. Et il dit la génétique nous fournit un bon exemple. Vous avez une mère et un père. Vous avez hérité certains traits de l'une et de l'autre, mais le tout que vous formez est plus grand que la somme de leurs parties. Vous êtes le produit du remixage de votre mère, de votre père et de tous vos ancêtres. Vous n'avez pas qu'une généalogie familiale, vous avez aussi une généalogie d'idées. Vous ne choisissez pas vos parents, mais vous pouvez choisir vos maîtres, vos amis, la musique que vous écoutez, les livres que vous lisez et les films que vous visionnez. À vrai dire, vous êtes un collage composé de tout ce que vous intégrez à votre vie. Vous êtes la somme des influences que vous subissez. L'écrivain allemand Goethe a dit « Ce que l'on aime nous façonne et nous modèle ». Et il y a un encadré avec une citation. « Nous étions des enfants sans père, alors nous nous sommes trouvés un père dans la cire, dans la rue et dans l'histoire. Nous nous sommes choisis des ancêtres capables d'inspirer le monde que nous voulions nous créer. » Jay-Z. Et pareil, j'aime aussi beaucoup cette idée qui te montre qu'en fait, t'as pas besoin de chercher à être original, parce qu'en fait, tu vas avoir des inspirations qui vont être diverses, et en les mélangeant, bah, ça va faire un truc qui est inédit. Moi, tu vois, typiquement, parmi les 5 personnes qui m'inspirent le plus, il doit y avoir Mark Manson, Booba, Orelsan, Franck Lepage, Oussama Ammar, tu vois, et entre Oussama Ammar qui est clairement un capitaliste qui parle d'entrepreneuriat et de start-up, Franck Lepage qui est tout l'inverse, qui est un communiste qui parle de comment lutter contre le capitalisme, Booba qui est un rappeur, Orelsan qui est un rappeur mais qui est pas dans la même vibes, et Mark Manson qui fait du dev perso, tu vois, il y a rien, a priori il y a rien en commun. Et pourtant, quand tu m'entends et que tu vas lire ces gens, te dire ah bah c'est effectivement, tu vas retrouver. J'ai des potes parfois qui disent ah mais t'as tout pompé à un tel. Je dis bah oui mais je m'en cache pas. Et donc, mais ce qui est original en fait, ça va être le mélange de tout ça, de la manière que ton frère ou ta sœur, c'est pas le même humain que toi, alors que pourtant il a le même mélange de gènes que toi. Donc c'est ton mélange qui va créer le truc intéressant, c'est ta réinterprétation. Et il a un autre concept que je trouve hyper cool dans le livre, c'est le swipe file. Alors le swipe file, qu'il appelle fichier de rapine dans la version française, c'est l'idée d'avoir un endroit où tu mets tous les trucs qui t'inspirent. C'est ça qui va t'éviter d'avoir la feuille blanche. Moi, j'en ai un, tu vois, que j'ai commencé d'ailleurs après avoir lu ce livre, donc il y a déjà maintenant 3 ans, je dirais, et effectivement, ça a changé mon rapport à la création, parce qu'en fait, maintenant, dès que j'ai besoin de créer un truc, je vais aller chercher dedans. C'est hyper important de décorréler la phase de recherche de la phase de production. Si jamais tu essaies de faire tout d'un coup, c'est là qu'arrive le fameux syndrome de la page blanche, de la feuille blanche. T'as le syndrome de la page blanche parce que t'essayes de tout faire d'un coup, de commencer ex nihilo. Or, les idées n'arrivent pas au même moment que l'humeur des idées, enfin le mood des idées, la condition mentale pour produire des idées, c'est pas la même condition mentale que la condition mentale pour écrire. Donc parfois, tu vois, souvent les idées, moi, elles me viennent dans la douche, elles me viennent quand je fais du vélo, elles me viennent dans les transports. Bah, du coup, j'ai toujours ce fichier à côté de moi, enfin cette app, moi c'est l'application Bear sur mon téléphone, et à une époque d'ailleurs je l'ai fait avec un carnet physique, mais c'était chiant parce qu'un carnet physique c'est pas pratique, faut sortir le stylo et tout, bref c'est chiant. Du coup j'ai tout rebasculé sur cette application, et effectivement tu vois, le fait d'avoir ce truc ça me permet d'avoir des idées en permanence, tu vois. Attends, je vais te le sortir, je vais prendre mon vrai
fichier de rapide, mon vrai swipe file sur mon téléphone, et je vais te lire ce qu'il y a dedans. Et tu vas voir, c'est comme ça, moi, que l'atelier, j'ai mes idées. C'est que, en fait, je vais dedans, je regarde ce qu'il y a. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, je vais le regarder, et selon mon humeur, il va pas y avoir les mêmes. Je vais pas avoir la même appréhension. Enfin, je vais pas appréhender le truc de la même manière. Il y a des choses qui vont me paraître. Je me dis, mais pourquoi j'ai mis ça? C'est pas intéressant. Puis le lendemain, enfin, une semaine après, je regarde et je dis, ah ouais, c'est ça, j'ai vachement envie d'écrire dessus. Alors je prends des trucs au hasard de mon fichier. Reconnaître le génie des autres, c'est la première étape pour voir son propre génie. Robin de Freycinet. Si tu veux pas quand tu peux, ma chérie, tu pourras pas quand tu le décideras. Ça, c'est un truc que j'ai pris dans une émission rap qui s'appelle Dans le Cercle. Tu vois, à chaque fois, je dis où j'ai pris le truc. C'est important de savoir pour pouvoir aller le rechercher ensuite. La stupidité inversée n'est pas une intelligence. Quelqu'un ne peut pas avoir tort dans 99% des cas. Il faudrait être intelligent pour être si stupide. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un de stupide a une idée que cette idée est fausse. Et j'ai mis un lien vers là où j'ai trouvé ça. Si j'écris dans l'ordre, c'est le bordel. C'est une citation du casse-tête chinois, la suite de l'auberge espagnole. Je trouve ça intéressant comme idée. Et pareil, autre idée issue du même film, il faut aller loin avec quelqu'un pour savoir à quel point on est proche. Donc tu vois, comme ça, j'ai plein de trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, le bug de l'an 2000 a vraiment existé. On néglige la puissance de prédire le présent. Van Gogh était fou, pas incompris. Je peux pas t'expliquer, tu comprendrais si tu y étais. J'ai demandé ma route, ils m'ont dit d'aller droit. Là, c'est des citations de Booba. Donc tu vois, j'ai comme ça dans mon swipe file, j'ai plein d'idées. Alors je vais même plus compter parce qu'au début j'en avais quelques-unes. Et maintenant, alors est-ce qu'il y a un truc pour compter? Non, il n'y a pas, bon tant pis. Et au début j'en avais quelques-unes, mais tu vois là j'en ai facile 300, ouais, large. J'en ai facile 300 hein, parce qu'en fait tu accumules les idées plus vite que tu ne les utilises. Donc c'est hyper important, hyper cool d'avoir ce truc qui s'accumule et de voir qu'en fait tu seras jamais à court d'idées. Et pour ne jamais être à court d'idées, il faut les stocker. Si tu les stockes pas, tu vas les oublier. Part toujours du principe que tout ce que tu vas penser, tu vas l'oublier. Il faut tout écrire quelque part si tu veux ne pas l'oublier. Donc ouais, ça pratique vraiment impactante dans ma vie. Je te recommande de le faire, même si t'es pas un artiste, même si t'es pas une artiste, c'est des trucs qui t'inspirent comme ça. Et toi, si je sais pas, si tu fais du marketing, bah mettre les campagnes marketing qui vont t'inspirer. Si t'es commercial, mettre les mails commerciaux qui vont t'inspirer d'autres gens. Ou même pour les loisirs, hein, je dis forcément avec le métier, mais si t'aimes, je sais pas, si tu chantes à côté comme ça pour t'amuser, bah mettre des chansons qui t'inspirent. Bref, t'as compris l'idée, un fichier avec des inspirations. Autre concept que j'ai aimé dans le livre, alors je me balade dedans, je vais pas te le faire, je vais évidemment pas tout te lire, mais je te lis des passages que j'ai bien aimés. Autre passage que j'ai bien aimé et qui lui, là on est déjà quasiment au milieu du livre, et on est il y a 10 principes, on est au 5e principe, et on est sur une page qui s'appelle, je vais te la lire, ne gaspillez aucun aspect de vous-même. Si vous vous passionnez pour 2 ou 3 choses différentes, ne vous sentez pas obligé d'en choisir une. Ne jetez rien. Conservez toutes vos passions. Cette leçon me vient du dramaturge Stephen Tomlinson. Et en encadré, il y a « On ne peut pas établir de lien entre les choses en regardant devant soi, seulement en regardant en arrière. » Steve Jobs. Et en image, il y a « Attention, ne laissez pas vos envies sans surveillance. » Et, celui à l'encadré qui m'a le plus marqué, c'est « Ne vous souciez pas d'être cohérent. Ce qui unifie les fragments de votre œuvre est le fait que vous en êtes le créateur ou la créatrice. » Et ça, je trouve ça hyper fort. C'est te dire, en fait, je vais pas me prendre la tête sur, ok, est-ce que c'est cohérent ou pas. En fait, les gens, et je m'en suis rendu compte, les gens, en tout cas, les gens qui vont le plus aimer ce que tu fais, ils viennent pour toi et pas pour ce que tu fais. Ils viennent pour la personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vlogs ou tu sais, ou sur Instagram, des Instagrammeurs, Instagrammeuses qui postent leurs vacances. Tu te dis, mais pourquoi? Qui s'intéresse? Ça intéresse leur audience. Leur audience, elle a créé une relation avec eux, en fait. Et donc, il continue. Tomlinson suggère de vous occuper à toutes les activités que vous aimez. Laissez-les se parler entre elles. Il en sortira forcément quelque chose. C'est vrai qu'on peut toujours s'amputer de quelques passions pour se concentrer sur une seule, mais au bout d'un certain temps, la douleur du membre fantôme ne nous épargne pas. À l'adolescence, écrire des chansons et jouer dans des groupes était pour moi une véritable obsession. Mais j'ai décidé de me concentrer sur l'écriture, si bien que je n'ai pas fait de musique pendant plus de 5 ans. La douleur illusionnelle est peu à peu devenue intolérable. J'ai recommencé à jouer dans un groupe il y a environ 1 an, et je suis maintenant en voie de guérison. Curieusement, loin de nuire à mon écriture, la musique interagit avec elle et l'enrichit. Je sens que de nouvelles connexions se forment entre mes neurones, que les synapses s'activent. La moitié des gens avec qui je travaille sont des musiciens. Bien qu'ils ne soient pas tous des créateurs professionnels. Certains sont courtiers, d'autres sont promoteurs, et ainsi de suite. Mais tous vous diront la même chose, la musique nourrit leur travail.
il est très important d'avoir un violon d'ingre. Un violon d'ingre est une activité créatrice tout à fait intime. Son but n'est pas de nous faire gagner de l'argent ou de nous rendre célèbres, mais de nous rendre heureux. Un violon d'ingre nous donne tout et ne nous prend rien. J'exerce publiquement la profession d'écrivain, mais je fais de la musique en privé avec mes amis. Nous nous réunissons tous les dimanches pour faire du bruit ensemble, sans pression, sans projet. C'est régénérateur, comme la religion. Ne gaspillez aucun aspect de vous-même. Oubliez le contexte et la vision d'ensemble. Ne vous souciez pas d'être cohérent. Ce qui unifie les fragments de votre œuvre est le fait que vous en êtes le créateur. Un jour, avec le recul, vous verrez que tout cela a du sens. Je trouve ça hyper intéressant comme passage, surtout cette histoire de douleur du monde fantôme. Alors il a fait le parallèle avec, tu sais, quand t'es amputé, alors non, tu sais probablement pas, montre qu'on en a déjà parlé, quand t'es amputé, tu continues à sentir le membre qu'on t'a amputé pendant un certain temps. Et il dit voilà, au bout d'un moment, même si j'ampute une passion, la douleur du monde fantôme ne m'épargne pas. Je trouve ça intéressant comme formulation, parce que c'est un truc que j'ai retrouvé avec pas mal d'invités dans le podcast, tu sais, avec Bonnie Illustration, avec Valentine, qui disait, voilà, quand je crée pas, c'est pareil avec Lucille, quand je crée pas, bah, j'ai un truc en moi qui fait que je me sens mal. Moi, c'est pareil pour moi, quand j'écris pas pendant longtemps, j'ai un truc en moi que je chante. Et réfléchis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, j'entends de plus en plus parler d'art-thérapie. J'ai l'impression que on est beaucoup en fait à avoir un truc qu'on a envie d'exprimer. Tu vois, ça peut être la chanson, ça peut être l'écriture, ça peut être un art, et que le fait de ne pas l'exprimer nous rend malheureux, en fait, nous rend malheureuse parce qu'on l'exprime pas. Et tu vois, j'aime bien l'idée du violon dingue, c'est, en fait, on s'en fout que tu sois bon ou bonne là-dedans. C'est un truc que tu fais à côté, que personne ne voit, alors que tu peux montrer. Moi, mon violon dingue, c'est l'écriture, je le montre à des gens. Mais en tout cas, ne pas t'exprimer peut te rendre malheureux ou malheureuse, et c'est important de l'avoir en tête. C'est pas un truc d'artiste, en fait. Je crois profondément que tout le monde a ce besoin d'expression de soi, et que l'art, j'aimais bien la définition de Thomas, donc, qui était l'épisode 5 du podcast, je crois, qui définissait l'art comme l'expression de soi. Et il disait, du coup, il y a du mauvais art et du bon art, et que moi, je suis un artiste, j'ai pas de mal à dire que je suis un artiste, parce que j'exprime ce que je suis. Et que l'art, c'est ça, c'est exprimer ce que tu es. Et que il y a pas que du bon art, et c'est pas grave, tu fais du mauvais art, tu vois. On se met une pression, on sacralise l'art, alors que dans le reste de la vie, on fait pas ça. Dans le reste de la vie, on admet de faire de la cuisine moyenne, parfois, de faire du sport sans être un grand sportif ou une grande sportive, d'aller courir le dimanche, tu vois. Là, c'est pareil, c'est tellement cool d'avoir de l'expression de soi. Je suis tellement content, moi, le Nicolas du passé, qui m'a fait faire tant d'art. J'ai fait tellement d'art quand j'étais petit. J'ai fait de la chanson, j'ai fait des clips, j'ai fait de l'écriture, des poèmes, j'ai fait du rap, j'ai fait pas fait de courts-métrages vraiment en tant que tel, mais des mini-scénettes. Et tu vois, tous ces trucs-là m'ont renforcé, en fait. Je saurais pas expliquer comment, mais ouais, ça a un impact sur toi après. Ensuite, il arrive sur le concept phare qui est n'aie pas peur qu'on te vole tes idées. Et ça, pareil, je vois beaucoup de gens qui ont peur qu'on leur vole leurs idées. En fait, on peut pas te voler tes idées, parce que c'est jamais comme toi tu l'exprimes, et surtout, croire qu'on va te voler tes idées, c'est ne pas comprendre comment fonctionne le monde en général. Généralement, les gens s'en foutent de toi. Donc en fait, une bonne idée, t'as besoin d'aller l'imposer aux gens, d'aller leur montrer, d'aller leur répéter, et encore répéter. Personne ne va vraiment te les voler, c'est très très rare. La plupart des gens, tu vois, parfois les gens me disent j'ai pas envie d'écrire tel article ou de blog et machin, j'ai peur que les gens se moquent de moi ou qu'on me vole mon idée. Et je leur dis, mais en fait, ton blog, le premier article, personne ne va le lire. Tu vas le publier, il y aura ta mère et tes amis qui vont le lire, et c'est tout. Ne crois pas que les gens attendent ce que toi tu vas publier, en fait. Donc dans la vraie vie, les gens ont plein de trucs à faire et juste s'en foutent de toi. Page 127, donc là on est quasiment à la fin. Qu'est-ce que j'ai noté ? Je me suis noté d'aller regarder la page 127. Ah oui, la page 127, j'aime beaucoup, c'est cette idée de pas casser des streaks, des S-T-R-E-A-K. Comment traduire ? Des chaînes d'affilée. Tu vas comprendre en lisant la page. Procurez-vous un calendrier. Pour créer un corpus d'œuvres ou pour construire une carrière, il faut multiplier lentement un grand nombre de petits efforts. Écrire une page par jour, ça n'a l'air de rien, mais si vous le faites 365 fois, vous avez assez de matière pour un roman. Appâter un nouveau client est une petite victoire, mais en appâter quelques douzaines peut vous valoir une promotion. Un calendrier vous permet de planifier votre travail, de vous fixer des objectifs concrets et d'éviter les distractions.
Le comédien Jerry Seinfeld, je sais pas comment on dit, Seinfeld, a un calendrier qui l'aide à écrire des blagues chaque jour. Il suggère de vous procurer un grand calendrier annuel à fixer au mur. Subdivisez ensuite votre travail en tâches quotidiennes. Chaque jour, quand vous en avez terminé, tracez un grand X sur la date correspondante. Ainsi, votre but de la journée n'est plus de travailler, mais de marquer d'un X une case du calendrier. Au bout de quelques temps, dit Seinfeld, vous obtenez une chaîne. Persévérez, et cette chaîne s'allongera de jour en jour. Quelques semaines plus tard, elle sera très agréable à l'œil. Votre responsabilité consistera à ne pas l'interrompre. Procurez-vous un calendrier, remplissez les cases, ne cassez pas la chaîne. Là, tu vois, c'est un peu ce conseil que j'essaie d'appliquer avec le podcast et surtout l'atelier Galita, donc ma newsletter, c'est que j'écris une fois tous les jours. Enfin, je publie. J'écris pas forcément, mais je publie tous les jours à 9h. Et j'ai jamais, pour l'instant, j'ai pas encore cassé la chaîne, ça fait plus d'1 an. Et forcément, ça donne de l'élan, ça donne de l'habitude, ça donne de la facilité. T'as pas envie de casser la chaîne, mais c'est comme quand tu fais un jogging. Quand tu vas courir, le plus dur, c'est de courir pendant 21 jours d'affilée. Après, une fois que t'as 21 jours, le reste, ça coule de source. Et quand tu casses la chaîne, mon Dieu, parfois tu mets tellement de temps. J'ai des pauses d'écriture qui ont duré des mois, parce que j'avais juste arrêté d'écrire. Tu vois, une journée, puis 2, puis 3, puis après, tu te laisses faire. Donc, faire très attention. Faut avoir conscience, en fait, de la valeur des chaînes, de la valeur des trucs d'affilée, et de pas les casser, de pas les rompre, de prendre cette habitude de faire un peu chaque jour, un peu chaque semaine, enfin à toi de voir la fréquence, mais d'avoir, c'est bien la journée, parce que la journée ça te permet d'avoir un truc que tu peux vraiment sentir, mesurer, et donc voilà, peu importe que tu sois artiste ou pas, c'est un conseil qui marche dans tous les cas. Quand tu veux produire des choses, essaye de les subdiviser de manière suffisamment petite pour pouvoir en faire un peu chaque jour et te donner comme objectif d'en faire justement un peu chaque jour. Voilà pour ce livre, les passages dont je voulais te parler. C'est un livre qui se lit super vite, hein. Il y a, je regarde là, il y a 140 pages, mais alors tu le vois pas, mais c'est un tout petit livre, il est carré, il y a des images de partout, enfin voilà, ça se lit en 1 heure, grand max. Donc c'est un livre qui est hyper cool, je trouve hyper dynamisant, qui est pas que pour les artistes, même si le titre est trompeur, hein. Le titre c'est Voler comme un artiste, et puis évidemment ça parle majoritairement de ça, mais le sous-titre, tu vois, c'est 10 secrets bien gardés sur la créativité. Je trouve que le sous-titre, il est très parlant. Et les chapitres aussi sont parlants. Si je te lis les chapitres, chapitre 1, c'est Voler comme un artiste. Chapitre 2, n'attendez pas de savoir qui vous êtes avant de commencer. Chapitre 3, écrivez le livre que vous avez envie de lire, hyper important. Chante la chanson que tu as envie de chanter. Fais le PowerPoint que tu aurais aimé voir. Donne la conférence que tu aurais aimé écouter. Chapitre 4, serrez-vous de vos mains, c'est l'idée de dire qu'il faut pas faire que réfléchir, il faut produire quelque chose. Chapitre 5, l'importance des activités parallèles et des violons d'ingres. Donc rappelle-toi, un violon d'ingre, le hobby que tu fais à côté. Pas forcément la passion, mais le hobby, voilà. Chapitre 6, le secret, faites du bon travail et diffusez-le. Et d'ailleurs, c'est ce diffusez-le qui a donné lieu à la suite de ce livre, qui s'appelle Montrez votre travail ou Partagez comme un artiste selon les éditions, qui est hyper cool et que je t'avais déjà résumé, donc que tu retrouveras dans les épisodes précédents, hors série de ce podcast. Chapitre 7, nous ne sommes plus prisonniers de la géographie, au sens où tu peux maintenant diffuser ton œuvre partout dans le monde grâce à Internet. Chapitre 8, soyez aimable, l'idée de faire le bien autour de toi pas pour que ça revienne, mais parce qu'en fait, le monde est petit. Chapitre 9, ennuyez-vous. Il n'y a pas d'autre façon de produire. Ça, c'est hyper important. J'ai pas développé cette notion, mais j'aurais pu, tout un chapitre sur à quel point tu as besoin de t'ennuyer pour pouvoir créer. Donc, c'est bien de pas toujours se distraire. Alors, moi, j'ai tendance à trop me distraire. Tu vois, parfois, j'écoute, j'ai regardé mes stats, j'écoute en moyenne, je regarde en moyenne, enfin, je dis j'écoute parce que souvent j'écoute plutôt que je ne regarde. J'écoute en moyenne 22 à 24 heures de vidéos YouTube par semaine. T'imagines 24 heures de vidéos YouTube par semaine, ça représente une journée, enfin un jour, même pas une journée, 3 journées, un jour entier de YouTube sur les 7 jours de la semaine. C'est dingue, parce qu'en fait, même quand je me brosse les dents, je fais un truc ridicule, je rigole en y pensant, mais je prends mon téléphone, je mets une vidéo YouTube, je la mets à côté de mon oreille, et je mets le téléphone horizontalement, de telle sorte à ce que je vois dans le miroir la vidéo, je puisse voir dans le miroir la vidéo, et comme ça je me brosse les dents tout en regardant la vidéo.
Tu vois, je me brosse les dents en regardant la vidéo et j'arrive plus maintenant à me brosser les dents dans le silence. C'est pareil, pour m'endormir, je mets une vidéo YouTube, je mets une vidéo en anglais d'un mec politique qui parle et dont la voix m'endort. Enfin, j'ai tendance à trop me distraire et à pas me laisser le temps de m'ennuyer. Et parfois, je me dis, ok, non, là, je vais partir, je vais aller marcher. Là, en plus, on est en couvre-feu, période de couvre-feu avec le Covid. Donc, je me dis, vas-y, entre 17h et 18h, je sors et je ne fais rien d'autre. J'écoute même pas de musique. Je sors, mais je marche, juste je me balade pour m'ennuyer un petit peu. Et effectivement, en t'ennuyant, tu vas aller au fond de tes pensées. Et chapitre 10, créer et se soustraire, dans l'idée où la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc voilà, sur ce livre que j'adore, et je ne peux que t'encourager à le lire. Si t'aimes le podcast, t'aimeras aussi ce livre. Si t'as aimé le livre dont je t'ai parlé, qui était Montrer votre travail ou Partager comme un artiste selon l'édition, pareil, tu vas forcément l'aimer parce que c'est le même auteur. Il y a un troisième livre qui s'appelle Keep Going, qui m'a moins convaincu, qui est cool, hein, mais qui m'a moins convaincu, mais vraiment, c'est un livre que je conseillerais à tout le monde, pas que aux artistes. J'adore, c'est le livre que j'ai le plus offert. J'adore faire ce cadeau, parce que c'est un livre qui est léger et qui, mine de rien, contient plein de leçons. Autre que celle d'un artiste, et je suis en train de bugger parce qu'en fait je me rends compte que j'avais envie de te lire ça. Ah bah tu sais quoi, je vais te le dire maintenant. Ah, c'est marrant, pourquoi je l'avais pas mis dans mon script. Je l'ai pas mis dans mon script. Ah bon? Ah oui, bah je l'ai oublié. Bah je vais te mettre cette partie dès maintenant, avant de conclure, qui est le début du chapitre 2. N'attendez pas de savoir qui vous êtes pour commencer. J'y pense parce que je vais te dire, c'est un livre qui parle pas que de création, qui parle aussi de, entre guillemets, développement personnel. Et là, pour moi, c'est flagrant là-dessus. Donc là, tu as un dessin avec un bonhomme sur une falaise, ce que nous sommes. Il y a un grand trou, et une autre falaise, ce que nous voulons être. Et sous-entendu, il est obligé de sauter. Il n'y a pas de continuité entre les deux. Crée et connais-toi toi-même. Si j'avais attendu pour être créatif, de savoir qui je suis ou ce qui me motive, eh bien je serais encore là à me décortiquer, au lieu de mettre des choses au monde. Selon mon expérience, c'est dans la création et le travail que l'on découvre qui l'on est. Vous êtes prêts. Commencez à faire les trucs. Vous avez sans doute peur de vous lancer. C'est normal. Les personnes instruites souffrent d'un mal très réel et très répandu, le syndrome de l'imposteur. D'un point de vue clinique, ce syndrome est un phénomène psychologique qui pousse certaines personnes à nier la propriété de leur accomplissement personnel. Autrement dit, vous avez l'impression d'être un charlatan, d'improviser, de ne pas vraiment savoir ce que vous faites. Figurez-vous qu'aucun de nous sait ce qu'il fait. Posez la question à n'importe quel créateur et il vous dira l'exacte vérité. Il ignore d'où ça vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'attelle à la tâche, chaque jour. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez, qui est donc la traduction du fameux proverbe de start-up, fake it until you make it. Savez-vous ce qu'est la dramaturgie ? Ce mot savant désigne ce que William Shakespeare a expliqué il y a 400 ans dans sa pièce Comme il vous plaira. Le monde entier est un théâtre où tous les hommes, les femmes sont de simples acteurs. Ils y ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun joue bon nombre de rôles dans sa vie. Autrement dit, faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. J'adore cette phrase. On peut la lire de deux façons. 1. Feignez d'être ce que vous n'êtes pas encore jusqu'à ce que vous le deveniez. Faites semblant jusqu'à ce que vous ayez du succès, jusqu'à ce que chacun vous perçoive tel que vous souhaitiez être perçu. Ou, option numéro 2, feignez d'accoucher de quelque chose jusqu'à ce que vous en accouchiez pour de vrai. J'aime chacune de ces interprétations. Il faut enfiler le costume du personnage que l'on veut être et non pas celui du personnage que l'on est. Il faut entreprendre tout de suite le travail auquel on aspire. J'aime aussi le livre pour enfants de la musicienne Patti Smith, Just Kids. Il raconte l'histoire de deux amis partis vivre à New York parce qu'ils veulent devenir artistes. Savez-vous comment ils s'y prennent ? Ils font semblant de l'être. Dans ma scène préférée, celle qui donne son titre au livre, Patti Smith et son ami, le photographe Robert Mapplethorpe, enfilent leurs fringues au look le plus romantique et bohème qui soit et vont flâner au Washington Square, le rendez-vous de l'avant-garde artistique. Un vieux couple de touristes les regarde comme des bêtes curieuses. La femme dit à son mari « Prends-le en photo, ce sont sûrement des artistes ». Le mari n'est pas d'accord. « Mais non, ce ne sont que des enfants ». Je veux dire par là que le monde entier est un théâtre. Le travail créateur est une forme de théâtre de votre atelier, votre bureau ou votre poste de travail et la scène. Les vêtements que vous portez sont votre costume, votre salopette de peintre, votre costume cravate ou ce curieux chapeau qui vous aide à penser. Vos matériaux, vos outils, vos instruments sont vos accessoires. Le temps qui passe est votre scénario. 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Le temps qui permet aux choses de se réaliser. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Commencez à imiter. Personne ne naît avec un style et une voix déjà formés. Nous ne savons pas qui nous sommes en naissant. Nous commençons notre apprentissage en imitant nos idoles. Nous apprenons en copiant.
C'est d'entraînement qu'il s'agit, non de plagiat. Le plagiat veut faire passer pour le sien le travail de quelqu'un d'autre, tandis que la copie est une forme de rétro-ingénierie. Imaginez un mécanicien qui démantèle une voiture pour savoir comment elle fonctionne. Copiez ce que vous aimez. Copiez, 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 copiez. Quand vous aurez fini de copier, vous saurez qui vous êtes. Yoji Yamamoto. Nous apprenons à écrire en copiant l'alphabet. Les musiciens apprennent à jouer en faisant des gammes. Les peintres apprennent à peindre en reproduisant les œuvres des grands maîtres. N'oubliez pas ceci. Même les Beatles ont commencé leur carrière en tant que groupe de reprises. Paul McCartney a dit « J'imitais Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis et Elvis. C'est ce que nous faisions tous. » McCartney et son partenaire John Lennon sont devenus l'une des plus grandes équipes d'auteurs-compositeurs de l'histoire. Mais ainsi que nous le rappelle McCartney, ils ont commencé à écrire leurs propres chansons, pour éviter que d'autres groupes leur piquent leur répertoire. Ceux qui n'imitent rien ne produisent rien, affirme Salvador Dali. Il faut d'abord choisir qui imiter, ensuite on choisit ce qu'on copiera. Choisir qui imiter est facile, on imite ses idoles, les gens qu'on estime, ceux qui nous inspirent, ceux que l'on voudrait être. On commence par écrire le catalogue des œuvres de notre idole, dit l'auteur-compositeur Nick Lowe. On ne se contente pas de chaparder le matériel de nos modèles, mais celui de tous les autres aussi. Selon l'écrivain Wilson Milner, copier un seul auteur est du plagiat, mais en copier plusieurs est de la recherche. J'ai un jour entendu le BDiste Gary Panther dire ceci. Si vous vous imbibez de l'influence d'un tel, tout le monde verra en vous le prochain un tel. Mais si vous piquez les œuvres de 100 personnes, tout le monde vantera votre originalité. Que copier ? C'est un peu plus délicat. Faites plus qu'imiter un style. Puisez aussi dans la pensée qui lui a donné naissance. L'important n'est pas de ressembler à votre idole, mais d'adopter son point de vue. Copiez votre idole et son style pour parvenir à lire un peu dans ses pensées. Intériorisez sa façon de voir la vie. Si vous vous contentez de pasticher les aspects extérieurs d'une œuvre sans savoir ce qui a motivé son créateur, votre travail ne sera rien de plus qu'une contrefaçon bas de gamme. Idée hyper importante, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Quelqu'un qui est doué dans la création artistique, il va pas copier les mauvaises choses, il va comprendre les fondements de la personne pour ensuite se réapproprier. C'est ce que dit Kobe Bryant dans le même livre. Il dit « J'ai piqué toutes ces actions à de très grands joueurs. Je veux seulement faire honneur à ceux qui étaient là avant moi, parce qu'ils ont beaucoup appris. J'ai fait ça au nom du sport, un sport qui est infiniment plus important que moi. » Mais surtout, il raconte que, voilà. L'étoile du basketball Kobe Bryant a admis avoir étudié les enregistrements de ses idoles pour décortiquer leurs actions et leurs volets. Mais il a compris dès le départ que ces actions ne serviraient pas parfaitement son jeu, puisque son physique était différent de celui de ses maîtres. Pour s'approprier leur technique de jeu, il a dû les adapter à sa morphologie. C'est ça en fait, tu vas copier, et au bout d'un moment, tu vas adopter un style, parce que tu vas avoir ta particularité et ton style va émerger comme ça. C'était un peu décousu à la base, ça aurait dû être au début, mais j'avais oublié de te dire cette partie, et donc je te disais, livre super impactant dans ma vie, si t'aimes ce podcast, t'aimeras aussi ce livre, et je t'invite donc à le découvrir par toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop lent. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.